Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 27 février 2026 et notre cher ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est avec nous. Bon retour parmi nous, monsieur l'ambassadeur. Heureux d'être avec toi, Nima. Content que tu sois de retour du Brésil. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous aider à toucher davantage de personnes. Et monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de commencer par les négociations entre les Iraniens et les Américains à Genève, médiées par le ministre des Affaires étrangères d'Oman. Le ministre omanais des Affaires étrangères a déclaré que le résultat était positif, qu'il faisait des progrès dans leurs négociations. Et le ministre iranien des Affaires étrangères a dit la même chose. Voici ce qu'il a déclaré. Merci beaucoup. Ministre Akshi, quelle est votre évaluation des négociations d'aujourd'hui? Eh bien, nous avons eu aujourd'hui une discussion très intensive et détaillée, et je pense que nous avons fait de très bons progrès. C'était la première fois que nous avions presque 6 ou 7 heures d'échange, à la fois le matin et l'après-midi. Les discussions restaient indirectes, et je suis très reconnaissant au ministre des Affaires étrangères d'Oman pour l'excellent travail qu'il a accompli, ainsi qu'à Raphaël Grossi, le directeur général de l'AIUA, qui a joué un rôle très constructif sur les questions techniques. Nous avons pu définir les principaux éléments d'un accord possible et nous avons discuté de ces éléments. Bien sûr, il reste encore des divergences, mais dans la plupart des cas, nous avons au moins une compréhension générale de la manière de résoudre ces questions. Nous avons donc décidé de charger nos équipes techniques de se réunir à Vienne, au siège de l'AIOA, et de commencer à travailler sur les détails des questions techniques. En même temps, nous avons eu une discussion très longue sur les sanctions, car la levée des sanctions constitue l'un des piliers de tout accord. Dans l'ensemble, je pense que c'était très bon et constructif, et nous avons décidé de nous revoir bientôt, peut-être dans une semaine, pour poursuivre notre discussion et entrer davantage dans les détails. Il ne semble pas que vous considériez la situation au Moyen-Orient en ce moment de la même manière que nous, puisque toutes ces ambassades rapatrient leurs citoyens d'Iran et d'Israël. Le dénouement paraît différent de ce que nous avons entendu de la part du ministre iranien des Affaires étrangères ou du ministre des Affaires étrangères d'Oman. Quelle est votre compréhension de ce qui s'est passé? Eh bien, tout d'abord, le cadre des négociations, qui est en grande partie indirect, apparemment, il y a eu cette fois-ci quelques discussions directes à Oman. Je suis désolé, je ne sais pas, les pourparlers n'ont pas eu lieu à Oman. C'était à Genève. C'était à Genève, avec le ministre omanais des Affaires étrangères comme médiateur. Donc tout d'abord, les objectifs des deux parties dans ces négociations sont très différents et très complexes. Du point de vue iranien, l'Iran est tout à fait disposé à démontrer de manière concluante qu'il ne possède pas de programme d'armes nucléaires. Il a le droit, en vertu du traité de non-prolifération, d'enrichir de l'uranium, et il n'a pas l'intention d'abandonner ce droit. Il y a eu des indications selon lesquelles, lors de certaines discussions, la partie américaine avait accepté un certain niveau d'enrichissement par l'Iran. Cependant, ces éléments ont été contredits après que Stephen Witkoff est retourné voir Donald Trump, qui bien sûr est un sioniste pur et dur. Il reçoit des instructions d'Israël ainsi que de Donald Trump. C'est aussi le cas de Jared Kushner, l'autre négociateur. Je veux simplement dire qu'au fil du temps, les États-Unis ont énoncé 4 objectifs différents. L'objectif iranien est, comme je l'ai dit, d'obtenir un accord nucléaire. Ils sont prêts à démontrer qu'ils n'ont pas de programme d'armement, mais en échange,
Ils veulent une levée des sanctions. Et vous l'avez entendu très clairement de la part de Nima Al-Khorshid dans cette déclaration. Les États-Unis, eux, ont changé de position à plusieurs reprises. Accord nucléaire, détruisez vos missiles ou nous vous bombarderons. Et si vous détruisez vos missiles et que vous n'avez plus aucun moyen d'autodéfense, alors vous devez simplement nous faire confiance, ce qui n'a absolument aucun sens. Et rompez vos relations avec le Hezbollah, le Hamas, les Houthis et les milices en Irak. Sinon, tout cela semble très confus, comme vous l'avez dit, et peut-être volontairement confus. Lorsque j'ai écouté le ministre des Affaires étrangères Araghchi, ce que j'ai entendu ressemblait à une déclaration tout à fait compatible avec l'échec de ces négociations, car elle plaçait l'Iran dans une position lui permettant de dire « Regardez, nous avons tout fait ». Nous progressions positivement dans ces discussions. Nous étions même parvenus à un accord sur certains points, et pourtant, les États-Unis nous ont attaqués. Et comme vous l'avez mentionné, les Chinois, les Britanniques et d'autres retirent leur personnel d'Iran. Les Américains et d'autres retirent leur personnel d'Israël, du Liban, et ainsi de suite. Je pense que de manière générale, le jugement international est que la guerre est probable, sans être certaine, mais je crois qu'elle est très vraisemblable. Et je peux vous dire, en tant qu'ancien ambassadeur et diplomate, qu'il ne faut pas accorder trop d'importance au retrait du personnel, car c'est essentiellement une mesure de protection. Que diriez-vous s'il y avait un bombardement et que de nombreux Américains, ou Chinois, ou autres étaient tués? Comment expliqueriez-vous que vous n'ayez pas pris les précautions nécessaires alors que tout le monde peut voir qu'une guerre est très probable? C'est donc en partie une simple prudence bureaucratique, et il ne faut pas en tirer de conclusions excessives. Je pense qu'il y a un jugement général selon lequel une guerre est sur le point d'éclater, et qu'elle sera menée principalement depuis les airs. Il n'est pas question que des forces américaines entrent en Iran, sauf peut-être des forces spéciales. Je ne sais pas. Je veux dire, je me souviens, lorsque j'étais ambassadeur en Arabie Saoudite, de la contre-attaque contre l'Irak, après qu'il eut occupé et tenté d'annexer le Koweït. L'attaque initiale comprenait l'envoi de forces spéciales pour neutraliser les systèmes radars, couper les communications, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas exclure cela, mais je pense qu'en gros, nous parlons de puissance aérienne, principalement basée au sol. L'Iran est, je crois, assez bien préparé pour y faire face, mais nous verrons. Ambassadeur, lorsque vous examinez l'ensemble de la situation avec l'Iran, pensez-vous que le principal problème soit le programme nucléaire iranien, ou s'agit-il de quelque chose de plus large? Non, ce n'est pas le principal problème. Le principal problème, c'est le désir d'Israël d'éliminer l'Iran en tant que concurrent pour l'influence ou en tant qu'ennemi potentiel dans la région. Israël veut détruire l'Iran. Vous savez, je pense, je ne sais pas si vous vous souvenez du dicton romain « Carthage doit être détruite ». C'est la ligne israélienne. L'Iran doit être détruit. Je ne pense pas que Benjamin Netanyahou soit si préoccupé par le programme nucléaire, bien qu'il y fasse constamment référence. Je pense que c'est un prétexte, une excuse. Il sait très bien, grâce à ses propres services de renseignement qui sont de tout premier ordre, que l'Iran n'a pas construit de bombe. Il trouve donc simplement que c'est un moyen utile de rallier le soutien des États-Unis et ainsi de suite. Mais vous savez, le comportement d'Israël dans d'autres contextes, en particulier à Gaza et maintenant en Cisjordanie, est si horrible qu'une majorité d'Américains éprouvent désormais plus de sympathie pour les Palestiniens et les Arabes que pour les Israéliens,
ce qui constitue un retournement remarquable. Et je pense que cela a quelque chose à voir avec la réaction probable des États-Unis face à toute guerre. Nous avons apparemment un vote prévu au Congrès la semaine prochaine pour tenter de réaffirmer l'autorité constitutionnelle du Congrès en matière d'autorisation de guerre. Je veux dire, nous sommes en plein milieu d'une expérience de gouvernement complètement inconstitutionnelle. Tout le monde dit, eh bien, vous savez que va-t-il se passer? Seul Donald Trump le sait. Lui seul peut décider. Eh bien, c'est complètement inconstitutionnel. La Constitution répartit l'autorité du gouvernement entre différentes branches. Et le Congrès, malheureusement, a choisi de se soustraire à ses responsabilités. Nous verrons s'il les revendique la semaine prochaine. L'administration Trump ne semble pas se soucier du tout du Congrès, car elle a bénéficié d'un vote majoritaire absolument fiable des républicains à la Chambre et au Sénat. Cette situation est désormais quelque peu menacée. Et vous savez, il y a toutes sortes de facteurs en jeu ici. Nous ne pouvons pas ignorer les dossiers Epstein, dont Donald Trump a tout intérêt à détourner l'attention. J'ai remarqué que lors de sa déposition hier, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton a soutenu avec beaucoup de vigueur que Donald Trump devait être interrogé sur son rôle dans diverses accusations de viol, passage à tabac, sodomie et autres comportements honteux avec Jeffrey Epstein. Ainsi, Donald Trump voit les dossiers Epstein se refermer sur lui, et une façon d'y faire face serait de déclencher une guerre. C'est la technique de Netanyahou. Vous savez, si je risque de perdre mon poste de Premier ministre, je vais simplement hausser les enchères sur le champ de bataille et affirmer qu'on ne peut pas se débarrasser de moi parce que c'est la guerre et qu'il faut un dirigeant de temps de guerre comme moi. Donc, beaucoup de facteurs entrent en jeu ici, mais je pense qu'ils poussent tous Donald Trump à autoriser une guerre plutôt tôt que tard. Pourquoi devrait-il attendre le vote au Congrès? Eh bien, vous savez, tant qu'il n'y a pas de vote, personne ne va le défier directement. Donc je pense que nous parlons d'une guerre dans un avenir proche. J'ai remarqué que les Britanniques, par exemple, et les Chinois, en exhortant leurs ressortissants à quitter l'Iran, ont dit « Faites-le maintenant, tout de suite, n'attendez pas ». Je pense donc que c'est très dangereux. Et j'imagine qu'il est tout à fait possible qu'une fois qu'une attaque semblera en cours, l'Iran contre-attaque sans attendre d'être bombardé. Je pense qu'il contre-attaquera principalement contre Israël, car il comprend très bien d'où vient l'idée de cette guerre. Elle ne vient pas du peuple américain ni de la République américaine. Elle vient d'Israël et de son emprise apparente sur Donald Trump. Je pense, Monsieur l'ambassadeur, que depuis si longtemps, eh bien, je pense que nous pouvons, d'une certaine manière, je ne sais pas, quelle est, selon vous, la compréhension du rôle de la Chine et de la Russie aujourd'hui? Et comment voyez-vous cette attaque se préparer? Ils observent ce qui se passe. Comment voyez-vous la réaction de ces deux pays? Quelle importance l'Iran a-t-il pour eux? How important Iran is for these two countries? Eh bien, je pense que l'Iran est important pour plusieurs raisons, dont certaines sont géopolitiques. L'Iran occupe une position centrale sur les grandes routes de transport. C'est un important fournisseur de pétrole. C'est un État civilisationnel classique. Il a entretenu des relations très profondes avec la Chine et la Russie pendant des millénaires, si bien qu'il occupe une place importante dans leur conscience collective. Ce qu'ils ont fait, c'est essentiellement aider les Iraniens à se défendre avec de meilleures armes et technologies. Ainsi, on trouve les systèmes de défense anti-aérienne et antimissiles S-300 et S-400, apparemment fournis par la Russie. Il y a aussi le HQ-9, l'équivalent chinois du S-400 ou du S-500, fourni par la Chine. Et apparemment, il existe également ce système radar tridimensionnel,
Je crois que les Chinois en possèdent 3 exemplaires. Il est mobile, facile à installer, à démonter et à déplacer, très difficile à atteindre. Et il semble qu'il y ait maintenant une discussion entre l'Iran et la Chine concernant la fourniture de la version d'exportation d'un missile antinavire chinois à longue portée, capable de frapper un porte-avions probablement à 400 ou 500 milles de distance. Je pense donc que leur réponse à la menace pesant sur l'Iran a été assez claire. Je pense aussi qu'il y a une importance symbolique de l'Iran dans ce contexte pour eux, qu'il ne faut pas minimiser. Et c'est simplement qu'ils veulent un monde dans lequel, et je pense que c'est particulièrement vrai pour la Chine, mais je soupçonne que c'est aussi vrai pour la Russie, la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance soient respectées. Ils ne veulent pas du monde que les États-Unis sont en train de créer, un monde complètement sans loi. Ils défendent la Charte des Nations Unies, le droit international, et vous savez, je pense que bien sûr, les Russes ont envahi l'Ukraine après une provocation importante, je dirais. C'est illégal au regard du droit international, sans aucun doute. Je ne pense pas que les Russes aient voulu faire cela. Je me souviens qu'ils ont négocié à Minsk à 2 reprises, 2 accords, pour résoudre le problème des russophones en Ukraine. Ils étaient tout à fait disposés à ce que l'Ukraine entretienne des relations à la fois avec l'Union européenne et avec eux. Ils n'ont pas demandé à l'Ukraine de choisir. Ce sont les États-Unis et l'Union européenne qui ont voulu que l'Ukraine fasse un choix. Je pense donc que la Chine et la Russie ont toutes deux un intérêt stratégique dans le tissu du droit et de l'ordre internationaux que les États-Unis ont mis en péril par leurs récentes actions. Et vous savez, ces actions se poursuivent à un niveau dont on parle peu. Par exemple, le cabinet chilien aurait discuté d'un accord avec la Chine pour installer un câble à fibre optique reliant Santiago du Chili, la capitale, à la Chine continentale. Et Marco Rubio a réagi à la nouvelle de cette discussion en déclarant que les visas du ministre des Affaires étrangères et d'autres responsables chiliens étaient suspendus. Voici donc une vision de l'avenir, l'hémisphère occidental dominé par les États-Unis. Ce n'est même pas un accord, c'est une exigence prévue par la loi chilienne, selon laquelle toute proposition doit être examinée au niveau du cabinet. Il s'agit donc d'une discussion entièrement légale, mais elle a été déclarée irrecevable par Marco Rubio. Personne ne veut vivre dans un monde où d'autres pays vous disent que vous ne pouvez pas avoir un câble à fibre optique vous reliant à quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a ici un point que la Chine et la Russie comprennent toutes deux. Nous traversons une période de transition vers une sorte de nouvel ordre mondial. Cela ne peut pas être ce genre de situation que nous venons de voir, avec l'invasion, la décapitation du Venezuela, le meurtre de personnes en haute mer et la menace d'envahir l'Iran sans raison claire. Il n'y a eu aucune véritable explication sur la raison pour laquelle l'invasion serait nécessaire. En réalité, Stephen Witkoff, qui, je le souligne, est un amateur en diplomatie, tout comme le père de Jared Kushner est un amateur en diplomatie, est l'ambassadeur en France. Apparemment, il n'a pas compris que lorsque le ministère des Affaires étrangères le convoquait pour lui demander des explications, il devait s'y rendre. C'est une règle diplomatique élémentaire. L'excuse est donc, je ne comprends rien à la diplomatie. Je suis juste un ambassadeur, mais je ne comprends rien. C'est une sorte de délégation des intérêts nationaux à des citoyens privés sans réelle compétence. Personne ne veut non plus de ce genre de monde. Ainsi, Witkoff et Kushner, Jared Kushner, n'ont aucun statut constitutionnel aux États-Unis. Ce ne sont pas des fonctionnaires. Leur seule source d'autorité
ce sont leurs relations personnelles avec Donald Trump, pas l'approbation du Sénat, ni quoi que ce soit d'autre. Et donc, c'est étrange, absolument étrange. Ce n'est pas le genre de monde que qui que ce soit souhaite. Je pense que, quelle que soit la réaction de la Chine et de la Russie, en revenant au passage original que vous avez montré, comme je l'ai dit, ils préparent le terrain pour que l'Iran puisse dire « Si vous nous attaquez, vous n'avez aucune justification ». Et je pense que le monde sera d'accord avec lui, car aucune justification claire n'a été fournie. Vous savez, c'est soit à propos des armes nucléaires, soit des missiles, soit des manifestations, soit des relations avec des mouvements de résistance. Qui sait de quoi il s'agit? Vous avez posé la question. En réalité, il s'agit du désir d'Israël de détruire l'Iran. Je ne pense pas que quiconque soit d'accord avec cela. Le principal point qu'il a mentionné, c'est que les équipes techniques d'Iran et des États-Unis vont se rencontrer, apparemment à Vienne lundi, si je ne me trompe pas. Et je ne sais pas dans quelle mesure on peut dépasser ce genre de débat. Parce que si l'on regarde ce dont parle Stephen Witkoff, il semble qu'à chaque fois qu'il s'y rend, il discute de sujets qui ne sont pas reflétés dans les médias grand public aux États-Unis, pour informer les gens. Que s'est-il réellement passé pendant les discussions? Nous ne le savons pas. Notre seule source, c'est le côté iranien, car ce sont eux qui communiquent sur ce qui se passe. Nous n'avons pas ces informations du côté américain, de Stephen Witkoff et de Jared Kushner. Les États-Unis déploient une équipe d'amateurs sans aucune expérience. Lorsque Steve Witkoff rencontre Vladimir Poutine, ou lorsqu'il rencontre les Israéliens, ou encore les Iraniens, il n'y a aucun diplomate professionnel dans la pièce. Personne ne prend même de notes. Et cela révèle un problème majeur dans la politique étrangère américaine actuelle. Un problème que de nombreux gouvernements étrangers ont bien compris. On ne peut pas institutionnaliser ni mettre en œuvre une promesse s'il n'en existe aucune trace. Et si personne au sein de l'administration permanente n'en a connaissance ou ne peut l'exécuter. Nous avons déjà connu ce problème, principalement à cause des élections et des transitions entre administrations. Je veux dire, je me souviens de la transition entre les administrations de George H.W. Bush et de Clinton. George H.W. Bush était parvenu à un accord avec Pyongyang concernant un accord nucléaire, et les États-Unis avaient promis d'établir des relations diplomatiques avec Pyongyang dans ce cadre. L'administration Clinton n'en savait absolument rien. Ainsi, un mois ou deux après l'arrivée de la nouvelle administration, la Corée du Nord a commencé à poser des problèmes. Pourquoi? Vous aviez dit que vous alliez faire ceci et cela, et vous ne le faites pas. Eh bien, bien sûr, l'administration Clinton n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Cela a conduit à une grave crise qui, heureusement, n'a pas débouché sur une guerre. Aujourd'hui, nous voyons la même chose dans chaque négociation. Personne ne sait ce qui s'est passé là-dedans. Et nous avons désormais un historique bien établi de Steve Witkoff semblant accepter des choses avec l'Iran pour ensuite nier qu'un quelconque accord ait existé. Alors il dit bien sûr, il peut y avoir un enrichissement à un peu plus de 3%, ou 1% et quelques, ou peu importe. Puis il se ravise et dit, non, il ne peut pas y avoir d'enrichissement du tout. Ensuite il dit oui, nous pouvons conclure un accord nucléaire. Et plus tard, non, nous ne pouvons pas, à moins que vous ne vous désarmiez en détruisant vos missiles, ou en arrêtant leur production, ou peu importe. Et, vous savez, je veux dire, ce n'est pas clair. Les États-Unis proposent-ils à l'Iran un allègement des sanctions, ces mêmes sanctions qu'ils ont utilisées pour provoquer des manifestations dans les villes iraniennes, afin ensuite de manipuler ces manifestations et de les rendre violentes? Est-ce cela qui est proposé? Nous n'en savons rien. Donc vous savez, il me semble, et cela m'a semblé dès le début,
que ces négociations prennent pour une faire moyenne gain du temps et de servir couverture à la préparation d'une attaque. dragging things out and providing a cover for planning an attack. So now we hear there are even more aircraft headed in the Alors direction maintenant, of Iran. on entend dire qu'il y a encore plus d'avions en route vers l'Iran, ou plutôt l'Asie de l'Ouest, devrais-je dire. In Bulgaria, Apparemment, il y a un très grand nombre de ravitailleurs en Bulgarie apparently F-35. et des F-35 sur la base aérienne du prince Sultan en Arabie Saoudite. I don't know what they're doing. Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. I thought the Saudis Je pensais que les Saoudiens avaient dit qu'ils ne voulaient pas être impliqués dans cette affaire, mais nous verrons bien. You know, Et vous savez, je pense que l'armée américaine dit très clairement au président, et laisse filtrer dans la presse qu'elle le fait, que cela ne va pas être une promenade de santé. Ce ne sera pas facile. En fait, les risques de destruction majeure des forces américaines, ainsi que l'épuisement des munitions américaines, enfin, je suppose qu'il y avait censé y avoir un plan initial. You know, I guess there was supposed to be an original plan. We are On nous dit que that of our de notre arsenal actif de ces missiles. Donc tout cela disparaîtrait d'un coup. L'armée doit envisager d'autres scénarios. Et qu'en est-il de Taïwan? Supposons que la Chine décide qu'il est temps d'agir à Taïwan. Si nous n'avons aucune arme pour défendre Taïwan, ce sera évidemment le cas. Peut-être que ce serait une bonne chose, mais ce n'est pas sur cette base qu'il faut prendre une telle décision. C'est donc très complexe, très controversé, et les risques que ça tourne mal pour tout le monde sont, à mon avis, très élevés. for everybody are very high, in my view. And we had various polls in the United Nous avons eu States plusieurs sondages aux États-Unis montrant qu'une majorité d'Américains, plus de 70%, ne veulent pas de cette guerre. Et cela malgré ce qui se passe dans les médias traditionnels, où l'on essaye de faire passer l'idée que nous devons y aller, que nous devons combattre l'Iran, que nous devons renverser ce régime en Iran. Et voici un extrait de Netanyahou qui soutient depuis longtemps la principale raison du conflit avec l'Iran. L'Iran pourrait produire une arme nucléaire en très peu de temps. Cela pourrait prendre 1 an, voire quelques mois. Il dispose des moyens, des connaissances accumulées et préservées pour fabriquer une bombe très rapidement s'il le souhaitait. L'Iran est extrêmement dangereux, à seulement quelques semaines de posséder la matière fissile nécessaire pour constituer tout un arsenal de bombes nucléaires. Ils sont très proches. Ils sont à 6 mois d'avoir environ 90% de l'uranium enrichi nécessaire pour une bombe atomique. L'Iran se prépare à produire 25 bombes atomiques par an, 250 bombes en une décennie. Mesdames et messieurs, le temps presse. L'Iran sera capable de produire des bombes nucléaires par ses propres moyens, sans rien importer, d'ici 3 à 5 ans. No, I mean, there's actually a joke circulating on the internet. Non. You have seen it. Je veux dire, il y a en fait une blague qui circule sur Internet, vous l'avez peut-être vu, montrant une écriture cunéiforme sur une tablette d'argile datant de 3000 à Vénus-6, disant que l'Iran est à seulement quelques jours de fabriquer une bombe. Vous savez, on m'a dit, alors je crois que c'était en quelle année, 1950, 91, oui, on m'a dit d'aller informer le prince héritier Abdallah en Arabie Saoudite quand j'étais ambassadeur là-bas, que l'Iran était à 2 ans de la bombe. Vous voyez, donc l'Iran est à 2 ans, 2 mois, 1 jour, 5 jours, 10 jours, 3000 ans, peu importe, de fabriquer une bombe depuis toujours. Et bien sûr, c'est le principal refrain de Netanyahou. Je vais juste ajouter une autre chose. This has been the main refrain of Netanyahu. I will just say one other thing. My first visit to Israel as Lors de ma première visite en Israël en tant que secrétaire adjoint à la Défense, il y avait ce malheureux colonel israélien, j'ai vraiment eu pitié de lui, à qui l'on avait demandé de me faire un exposé sur la menace iranienne. Il était évident qu'il ne croyait pas un mot de ce qu'il disait, mais il faisait de son mieux. Et je me suis dit, bon,
Maintenant que l'Irak est aplati, il faut bien trouver un autre ennemi. Israël souffrait donc du syndrome de privation d'ennemi, cette sensation désagréable que l'on ressent quand l'ennemi n'est plus là et qu'on ne sait plus dans quelle direction pointer ses armes. Alors ils ont inventé une menace venue d'Iran. Je ne vois pas que l'Iran ait envahi qui que ce soit depuis très très longtemps, des siècles en réalité. L'Iran a été victime d'agressions de la part de l'Inde sous domination britannique, de la Russie, d'Israël, des États-Unis, de la Grande-Bretagne. Vous savez, il a subi des opérations de changement de régime menées par les services de renseignement britanniques et américains au début des années 1950, à l'époque de Mossadegh. Et vous savez, je veux dire, où sont les preuves de l'agression iranienne? Je n'en vois pas. Et pourquoi l'Iran voudrait-il déclencher une guerre nucléaire avec Israël? Israël possède des armes nucléaires. Tout ce que Netanyahou dit que l'Iran pourrait faire, Israël l'a en réalité déjà fait. C'est-à-dire qu'ils ont produit des armes nucléaires, beaucoup, clandestinement. Ils ont menti à ce sujet. Ils ont volé de l'uranium. Bref, c'est le miroir inversé dans toute sa splendeur. Je me regarde dans le miroir, je dis, eh bien, j'ai fait cela, donc l'Iran doit le faire aussi. Mais ce n'est pas le cas, c'est ridicule. Mais cela ne sert à rien, pour la simple raison que vous avez mentionnée, les médias grand public. Nos médias grand public sont contrôlés ou influencés par les sionistes. On ne peut pas critiquer Israël dans nos médias grand public. Personne ne le fait. Il faut se tourner vers les médias alternatifs pour entendre des points de vue divergents, et ceux-là sont généralement sanctionnés par quelqu'un. Alors vous demandez, est-ce que les faits ont de l'importance? Je ne pense pas. Je ne crois pas que ça ait la moindre importance. Je pense que le récit de Netanyahou prévaut. Et vous savez, le Mossad ou la CIA peuvent dire à Netanyahou ou au président Trump qu'il n'y a pas de bombe iranienne autant qu'ils le veulent, il ne les croira pas. Et le public a été conditionné à croire autre chose. Donc il n'y a aucun moyen d'arrêter cela. Et c'est pourquoi je pense que c'était vraiment stupide de la part de Donald Trump de se mettre dans la situation dans laquelle il s'est mis. Alors Stephen Witkoff dit « Waouh, je suis vraiment perplexe. Comment se fait-il que l'Iran n'ait pas capitulé alors que nous avons fait une telle démonstration de force ?» Ce qui montre qu'il ne comprend pas l'Iran, mais qu'il ne comprend pas non plus la diplomatie. Il ne comprend pas comment les choses fonctionnent à l'international. Il pense apparemment qu'il traite dans le marché immobilier new-yorkais. Donc je pense que lorsque nous avions des diplomates professionnels comme Bill Burns pour gérer les discussions avec l'Iran, nous avons réellement progressé. Maintenant, nous avons des amateurs et nous n'avançons pas. Leurs discussions, à mon avis, servent essentiellement de couverture à une attaque imminente. Oui, il y aura des réunions au niveau technique à Vienne, dans les locaux de l'AIEA. Peut-être qu'ils accompliront quelque chose. Mais, comme je l'ai déjà clairement indiqué, je ne pense pas que la question nucléaire soit la principale. Je ne crois pas qu'une solution sur le plan nucléaire, le rétablissement du JCPOA, changerait quoi que ce soit. Et bien sûr, Donald Trump, après avoir déchiré le JCPOA, ne peut pas vraiment, politiquement, le rétablir. Julian Assange once said that Julian Assange a un jour dit que les gens, le public, l'opinion publique, partout dans le monde, ne s'intéressent pas aux guerres, donc il faut les convaincre d'y adhérer. L'outil principal pour cela, c'est les médias, et la manière dont ils peuvent servir ce type d'agenda. Pensez-vous que les médias font leur travail pour rendre cela possible? Parce que, quand on regarde les sondages, j'ai mentionné les sondages, la majorité des Américains ne veulent pas de cette guerre. Alors comment? Je pense que les gens aux États-Unis ne veulent aucune guerre, nulle part, et qu'ils ne veulent pas d'une autre guerre sans fin.
ce qui est, en gros, ce que nous menons avec l'Iran. Je pense que l'administration et ses principales figures, comme Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, se vantent d'avoir fait chuter la monnaie iranienne et d'avoir provoqué les manifestations. Les gens voient cela, et pour la plupart, ils sont écœurés. Il y a toujours quelques personnes qu'on peut tromper, mais je pense que la majorité des Américains comprennent qu'il n'y a aucune raison rationnelle de faire ce que nous semblons sur le point de faire. Alors, les médias font-ils leur travail de va-t-en-guerre? Ils le sont. Qui domine les médias? Les sionistes. Alors devons-nous être surpris que la ligne israélienne imprègne les grands médias américains? Non, nous ne devrions pas l'être. Et comme je l'ai dit, que les sionistes contrôlent directement les médias ou qu'ils les influencent simplement, cela n'a pas d'importance, car les médias ne permettront pas qu'un point de vue non sioniste soit exprimé ouvertement. Ainsi, Israël a la capacité de contrôler le récit. Ils ont tout un ministère appelé le ministère des Affaires stratégiques qui s'en charge très efficacement. Vous savez, je pense qu'en tant que propagandistes, ils sont sans égal. Ils ont le contrôle des médias aux États-Unis, en Australie et ailleurs. Alors, pouvons-nous découvrir la vérité? Pas très facilement. Si Donald Trump décide finalement d'attaquer l'Iran, et toutes les preuves semblent indiquer qu'il pourrait le faire, peut-être dans 2 jours, 3 jours ou la semaine prochaine, lorsqu'on le voit aller aussi loin, on peut soutenir qu'il s'agirait de l'une des guerres les plus graves dans lesquelles les États-Unis se sont engagés depuis la Seconde Guerre mondiale. Car l'Iran est un pays immense. Ce n'est pas quelque chose de petit qu'on peut ignorer. C'est une décision majeure de la part de l'administration Trump. Eh bien, nous les Américains avons pris l'habitude de combattre des adversaires qui n'ont ni force aérienne, ni défense antiaérienne. Il en va de même pour Israël. Ils peuvent agir à leur guise dans leur région, car personne n'a la capacité de leur résister. Nous avons l'habitude d'affronter des gens comme les insurgés afghans ou irakiens. Lors de la guerre du Golfe de 1990-1991, nous disposions d'une force terrestre bien plus importante. Nous n'avons rien de comparable aujourd'hui, nous n'en avons tout simplement pas les moyens. Les gens disent, eh bien, il n'y aura pas d'attaque terrestre contre l'Iran. C'est exact. Parce que nous n'avons pas la capacité d'en mener une. Et bien sûr, ce serait stupide de toute façon. Donc je pense que ça n'a absolument aucun sens. Oui. Monsieur l'ambassadeur, quand on parle du fait que les Américains étaient opposés à la guerre, Politico a rapporté quelque chose d'intéressant, que ce serait peut-être une meilleure stratégie si Israël attaquait l'Iran en premier, puis que les États-Unis rejoignaient Israël. Cela pourrait, vous savez, aider à changer les choses. Cela me semble être un non-sens complet. J'y ai vu le signe que l'administration Trump a enfin compris qu'elle se trouve face à un dilemme dont elle ne peut pas sortir. Mais il y a dans cette histoire une incompréhension fondamentale, ou plutôt une présupposition complètement erronée, selon laquelle, si Israël attaque l'Iran, l'Iran ripostera contre les États-Unis. Non, ce ne sera pas le cas. L'Iran ripostera contre Israël, car il sait d'où vient l'impulsion de cette guerre. Si les États-Unis attaquent l'Iran, l'Iran ripostera contre Israël. Il s'en prendra aussi aux forces américaines, mais ce sera une cible secondaire. La principale sera Israël, et pour de bonnes raisons. Je veux dire la raison pour laquelle l'Iran vit dans un voisinage peu sûr, la raison pour laquelle la région est instable, c'est Israël et ses activités. Donc du point de vue iranien,
pour revenir au fait que jusqu'à présent, l'Iran a répondu à l'agression limitée d'Israël et des États-Unis par des réponses limitées, principalement symboliques. Ainsi, les États-Unis assassinent le général Soleimani et il y a une attaque symbolique contre une base aérienne en Irak. Les États-Unis se joignent à Israël pour bombarder l'Iran en juin dernier et il y a une attaque symbolique, non destinée à tuer qui que ce soit, contre la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar. Non, plus maintenant. L'Iran a appris à la dure ce que cette guerre, ce que tout cela signifie. Il s'agit d'un effort israélien visant à mettre l'Iran à genoux et de préférence à le détruire. Par conséquent, une réponse limitée n'est plus considérée comme appropriée. En ce qui concerne la capitulation, vous savez, l'Iran est un pays très fier. Les Romains ont passé des siècles à essayer de faire capituler l'Iran et ils ont échoué. Cela n'arrivera pas maintenant non plus. L'idée que, d'une manière ou d'une autre, en bombardant des gens, on puisse encourager les manifestants à se ranger de votre côté plutôt qu'à se défendre eux-mêmes et à défendre leur pays est absurde. Tout cela a quelque chose de... Eh bien, si vous ne croyez pas que nous vivons dans un cauchemar irrationnel, vous devriez regarder le discours sur l'état de l'Union, parce que ce serait drôle si ce n'était pas la preuve d'une désorganisation mentale totale. Et le fait que les républicains du Congrès restent là à applaudir tout cela montre à quel point nous nous sommes éloignés de la rationalité et de nos traditions constitutionnelles. Je pense que ce soutien automatique à des politiques insensées est en train de se déliter, mais cela prend du temps. Nous aurons une élection, peut-être à la fin de l'année. Vous savez, Donald Trump essaye d'empêcher cela. Je ne pense pas qu'il puisse réussir. Il y aura toutes sortes de tentatives pour priver des gens de leur droit de vote, les empêcher de voter, prendre le contrôle du système électoral au niveau fédéral, afin que Donald Trump et l'ICA, sa Gestapo personnelle, puissent le diriger. Cela n'arrivera pas. Il reste encore quelques républicains honorables, et bien sûr, les démocrates ne coopéreront pas à cela. Donald Trump parle de la prise de contrôle amicale de Cuba. La vidéo est sortie. Il a dit « Est-ce ainsi qu'on pourrait avoir une prise de contrôle amicale de Cuba ?» Je ne suis même pas sûr que le cas du Venezuela soit aussi réussi. Non, je ne pense pas que nous sachions à quel point ça sera couronné de succès au final. Je soupçonne que cela ne le sera pas. Et quand Marco Rubio fait des choses comme ce que je viens de mentionner à propos du Chili, je pense qu'il discrédite complètement l'influence américaine. Vous savez, je pense que ça pousse tout le monde en Amérique du Sud à se préparer à se défendre, pas à se soumettre au dictat américain. Cuba, oui. Non. Je pense qu'il n'y a absolument aucun soutien en dehors du sud de la Floride et de quelques autres endroits pour cette politique. Et ici, les médias peuvent vraiment jouer un rôle important, c'est-à-dire les médias alternatifs. Ils ont montré ce qui se passe à Gaza. Ainsi, Israël peut mentir autant qu'il veut et dire « rien à voir ici, circulez. Vous ne pouvez pas entrer en Irak. » Et si vous y parvenez et que vous êtes journaliste, ils vous tueront pour vous empêcher de rapporter les faits. Mais malgré tout, les gens ont vu exactement ce qui se passe et ils ne peuvent pas être trompés. Ce qui se passe à Cuba est absolument criminel en termes d'appauvrissement des Cubains au-delà du niveau de pauvreté qu'ils connaissent déjà. Vous savez, je me souviens enfant être allé à Cuba depuis les Bahamas. C'était alors le pays le plus prospère d'Amérique latine. Le système à Cuba est très très contre-productif. Je me joins aux Cubains pour souhaiter qu'il soit réformé. Je veux dire, il y a l'exemple de la Chine qui a mené une réforme venue d'en haut et l'a très bien réussi. Où est le Deng Xiaoping de Cuba? Nous ne le voyons pas. Mais on ne pourra pas réformer Cuba avec une autre baie des cochons, une invasion de la baie des cochons. Cela n'arrivera pas. Donc cela n'a aucun sens non plus.
plus. Et c'est très cruel. This doesn't make any sense either, and it's very cruel. Ambassador, shifting the gear a little bit to what Ambassadeur, changeons un peu de sujet pour parler de ce qui s'est passé en Israël. Le Premier ministre de l'Inde s'y est rendu. Il a dit quelque chose qui a paru tellement scandaleux à beaucoup de gens que cela a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. On voit toutes ces plateformes parler de Modi et de ce qu'est l'Inde sous Modi. Quand on considère Modi comme une figure politique, il faut comprendre cela. Et puis, il y a la dimension morale de ce qui se passe avec sa visite en Israël, ainsi que la dimension politique. Quelle est votre compréhension de la visite de Modi en Israël? What is your understanding of Modi's visit to Israel? Well, Israel and India have been evolving in similar ways. Eh bien, Israël et l'Inde ont évolué de manière similaire. Ce furent toutes deux des démocraties, toutes deux laïques, et elles sont désormais devenues des dictatures à inspiration religieuse. Le gouvernement israélien est rempli de fanatiques. Ce qu'ils ont en commun, c'est l'islamophobie. Ils sont tous deux très islamophobes et se livrent à des actes de violence et de cruauté. En Inde, il s'agit de la question du Cachemire, mais cela va au-delà. C'est la violence communautaire religieuse dans diverses régions du nord de l'Inde, en particulier au Bengale et dans l'Uttar Pradesh, les principaux États du nord. En Israël, on l'observe en Cisjordanie. Personne ne regarde, car l'attention est ailleurs, mais ils expulsent activement de nombreuses personnes et en tuent beaucoup d'autres. Ce n'est pas aussi grave qu'à Gaza, mais on s'en approche. Ils ont donc beaucoup de points communs. Et l'Inde est le plus grand marché d'armes d'Israël. Il y a donc beaucoup d'échanges commerciaux. Quand l'Inde a fait exploser sa première arme nucléaire, j'étais à Delhi juste après. J'étais à Islamabad et à Delhi, essayant de comprendre ce qui se passait et ce que les gens pensaient. En Inde, j'ai découvert que cette explosion avait été essentiellement encouragée par des scientifiques et des ingénieurs, et non par des politiciens. Et personne n'avait vraiment réfléchi à la question. Si nous produisons une arme nucléaire, quelle sera notre doctrine nucléaire? Comment l'utiliserons-nous? Ils ne savaient pas, alors ils ont envoyé une équipe en Israël pour apprendre des Israéliens. Cette coopération dure depuis longtemps. Et bien sûr, Israël est très préoccupé, non seulement par l'Iran, mais aussi par le Pakistan et ses armes nucléaires. Il existe certaines preuves qu'Israël et l'Inde ont coopéré pour tenter d'arrêter le programme nucléaire pakistanais, mais ils ont échoué il y a plusieurs années. Israël s'inquiète également de la Turquie, un autre pays islamique. Ainsi, Israël et l'Inde sont devenus comme des frères d'âme, mais la manière dont ils se sont rapprochés est, à mon avis, assez laide. Puisque vous avez mentionné la Turquie, et en observant la politique étrangère d'Israël, les nouvelles relations avec Chypre et la Grèce, ainsi que les efforts pour renforcer ces liens, cela montre que la politique du gouvernement israélien consiste à se rapprocher d'autres pays de la région. C'est une attitude sage, être plus proche de ses voisins, plutôt que de toujours chercher des partenaires en dehors de sa propre zone. Eh bien, c'est rien de nouveau. Je veux dire, dans le cas de l'Iran sous le Shah, Israël a courtisé l'Iran. Il y avait une très bonne relation entre Israël et l'Iran, parce qu'Israël voulait que l'Iran se tienne derrière les Arabes, de l'autre côté des Arabes, et crée des problèmes. Puis bien sûr, à mesure qu'Israël est devenu plus puissant, il a commencé à malmener ses voisins. Il n'avait plus besoin de l'Iran. Maintenant, il veut se débarrasser de l'Iran. S'il se débarrasse de l'Iran, il essaiera de se débarrasser du Pakistan. S'il se débarrasse du Pakistan, il essaiera de se débarrasser de la Turquie. Je veux dire, vous savez, tout cela est évident. Il suffit d'écouter ce que disent les Israéliens à propos de leurs ambitions. Et donc, c'est un pays qui, eh bien, permettez-moi d'être clair ici,
Si Israël prétend être un pays juif, si le judaïsme est défini par le comportement israélien, alors c'est une religion malfaisante. Et j'ai beaucoup d'amis juifs. Ils ne croient pas en ce que fait Israël. Ainsi, Israël discrédite la religion qu'il prétend représenter. Et je ne pense pas que les hindous obtiennent, ni ne méritent, le moindre crédit pour l'hindutva, c'est-à-dire une campagne contre l'islam au nom de l'hindouisme. C'est un préjugé religieux et une guerre de religion, et le monde n'en a ni besoin ni envie. Et je sais, tu sais, c'est vraiment tout à fait absurde. L'islam a produit divers mouvements très contestables. Les talibans, par exemple, et Daesh, le soi-disant État islamique. Israël est désormais entre les mains de personnes qui pourraient tout aussi bien être les talibans ou Daesh. Ils sont juifs, non musulmans, mais ils se comportent exactement de la même manière, en tuant des gens sans raison. Et maintenant, bien sûr, les talibans au Pakistan sont en guerre, ce qui est un autre problème. Je sais que la Chine a de nouveau proposé de jouer les médiateurs, mais je ne sais pas comment cela va se passer. Je ne vois pas de fin facile à ce conflit. Et c'est un autre problème hérité de l'histoire britannique. Lorsque les Anglais ont tracé ce qu'on appelle la ligne Durand en plein milieu du territoire des Pathans, ou Pashtuns, les divisant en deux États. L'Afghanistan n'a jamais vraiment accepté la ligne Durand, d'où un conflit permanent. Et bien sûr, ce n'est pas un hasard si l'Inde renforce son ambassade à Kaboul. L'Inde, évidemment, pousse les talibans à attaquer le Pakistan par l'arrière. Il y a donc des jeux géopolitiques en cours qui n'ont en réalité rien à voir avec les États-Unis, mais qui relèvent de la rivalité entre grandes puissances. Et Israël n'est pas le seul à tenter de diviser les peuples pour mieux les gouverner. Mon héros, historiquement, est un homme nommé Bélisaire. Bélisaire était un Bulgare qui fut intégré à l'Empire byzantin, et il servit l'empereur Justinien. C'était un général brillant, le créateur du ministère des Affaires étrangères moderne, le premier ministère de ce type, et le fondateur du premier système d'espionnage moderne. Sa politique reposait sur le principe du « diviser pour régner », et il a probablement offert aux Byzantins 400 ans, 4 siècles, qu'ils ne méritaient pas. Ils auraient pu être renversés bien avant l'arrivée des Turcs seldjoukides et la prise d'Istanbul, alors Constantinople, par Mehmed II. Donc rien de nouveau ici. C'est la base de l'art de gouverner. Mais c'est extrêmement violent et désagréable pour quiconque en est victime. Et cela n'a en réalité aucune justification morale. Je pense que le sionisme, monsieur l'ambassadeur, est quelque chose de multidimensionnel. C'est difficile à comprendre, car il existe des sionistes athées, vous savez. Ce n'est pas une religion, c'est une idéologie. C'est une idéologie nationaliste. C'est pourquoi ce n'est pas le judaïsme. C'est tout à fait différent. Et vous savez, je ne pense pas que Daesh soit l'islam non plus. C'est pour cela que je dis que je ne pense pas que ces hindous fanatiques soient fidèles à la tradition hindoue. Je ne vois pas beaucoup de bouddhistes aussi extrêmes, mais je sais que les bouddhistes du Sri Lanka n'ont pas été bienveillants envers les hindous du Nord pendant la guerre civile. Donc personne ne semble y échapper. Et vous savez, vous vivez au Brésil, et vous avez un voisin appelé le Paraguay, qui a une histoire terrible. J'espère que vous l'avez lu. Si ce n'est pas le cas, vous devriez. Vous savez, à un moment donné, au XIXe siècle, ils ont eu un dictateur qui a simultanément déclaré la guerre au Brésil, à l'Argentine, à l'Uruguay et à la Bolivie. Et à la fin de cette guerre, 9 hommes paraguayens sur 10 étaient morts. Les femmes devaient partager leurs maris parce qu'il n'y avait pas assez d'hommes. Puis ils ont recommencé dans les années 1920, mais cette fois c'est la Standard Oil qui a encouragé la guerre. Et encore une fois, ils ont perdu au profit de la Bolivie.
Bref, les gens peuvent être incroyablement stupides. Je pense que nous vivons à nouveau l'un de ces moments. Malheureusement, les gens qui font preuve d'une stupidité incroyable aujourd'hui possèdent des armes nucléaires et l'armée la plus puissante du monde. Je pense qu'après cette guerre avec l'Iran, pour revenir à ton point sur le fait que nous n'avons rien connu de tel depuis la Seconde Guerre mondiale, à la fin, les États-Unis ne seront peut-être plus la superpuissance qu'ils étaient autrefois. Même si nous gagnons, nous aurons épuisé nos ressources à un point tel que nous serons considérablement affaiblis. Si nous perdons, nous serons humiliés. Donc le problème avec les porte-avions, ce n'est pas la plomberie. Les toilettes qui ne fonctionnent pas, ce qui est déjà quelque chose. Mais enfin, tu es ingénieur. Concevrais-tu un système où si une toilette tombe en panne, tout cesse de fonctionner? Bref, quelqu'un a fait une bêtise. Il y a 5 ou 6 000 personnes sur ce porte-avions. Ce sont des êtres humains, ils doivent bien aller à la selle, non? Alors ils ont dû aller en Crète juste pour utiliser les toilettes. C'est ridicule. Mais vous savez, un de ces énormes navires, s'il coule, ce sera un coup dur. Ce navire, le Gerald R. Ford, est en mer depuis 11 mois. C'est pour ça que les toilettes sont en panne. C'est pour ça que tout tombe en panne. Et le moral de l'équipage s'effondre, parce que c'est totalement absurde, injuste, de séparer quelqu'un de sa famille et de sa vie ordinaire pendant 11 mois en mer sans raison. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes avec ce qui va se passer et que ça ne finira bien pour personne. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Je suis toujours heureux de parler avec toi, Nima. Mais bon sang, dans quelle situation nous nous trouvons? C'est tout simplement incroyable. Quoi qu'il en soit, passe un excellent week-end et peut-être à la semaine prochaine. Yeah, see you. Thank you. Oui, à bientôt. Merci, Nima.